Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du conflit israélo-palestinien, pas pour en parler d'un point de vue historique, mais pour en tirer une réflexion qui, vous allez voir, dépasse très largement cette question du conflit israélo-palestinien. Alors déjà, avant même de commencer la vidéo, vous dire qu'il s'agit de mes propres réflexions, c'est pas des réflexions que j'ai tirées des livres que j'ai lus. Et donc la principale question qu'on va se poser, c'est pourquoi finalement on arrive au fait que des hommes s'entretuent. Avec, vous le savez, je ne vais pas revenir sur les événements que vous connaissez déjà, voilà, les massacres qu'il y a eu de chaque côté, et plus récemment surtout, c'est tous les bombardements qu'ont finalement commis Israël contre les populations palestiniennes, avec des milliers de morts malheureusement innocentes qui ont été faites par le gouvernement israélien. Comment on en arrive à cet état-là? Alors vous pourrez me dire, mais encore une fois, ce ne sera pas le but, vous allez voir pourquoi, que évidemment il y a des responsabilités d'un côté comme de l'autre. Après, à vous, chacun a son avis sur la question de savoir si les responsabilités sont plus élevées d'un côté comme de l'autre. Pour ma part, en tout cas, il est clair et c'est reconnu qu'il y a eu un droit international qui n'a pas du tout été respecté de la part d'Israël par rapport à la Palestine, mais c'est encore une fois pas la question du jour. La question, elle est un peu plus philosophique, elle dépasse ces questions-là. C'est comment finalement un homme peut arriver à tuer un autre homme sans éprouver finalement j'ai pas envie de dire de gêne, mais de remords ou de limites assez puissantes. Et le fait est que pour tuer quelqu'un sans avoir de remords vraiment profonds, il ne faut plus le considérer comme un homme à part entière. Il y a un processus qui se met en place qui sera un processus de déshumanisation, dans le sens où on considère la personne comme représentant le mal. C'est le fait de voir la personne comme étant la pleine responsable de ce qui arrive, de toutes les douleurs, des catastrophes, qui fait qu'on la considère comme étant l'incarnation du mal. Et en étant l'incarnation du mal, elle est complètement déshumanisée. Parce qu'à mes yeux, pour pouvoir ôter la vie à une personne sans éprouver un remords profond qui nous suit pendant des années et des années, il faut avoir cette vision de l'autre comme étant le mal et comme n'étant finalement pas vraiment humaine. Et ça, c'est un réflexe, un automatisme cognitif de notre cerveau qui fait qu'on ne peut pas vivre avec autant de remords en tuant une personne et en considérant qu'elle est pleinement humaine. Notre cerveau se coupe finalement des réalités profondes, complexes, pour nous donner à voir une réalité qui est plus simple, qui est plus confortable pour nous. Donc encore une fois, avec cet aspect de bien ou de mal qui est prépondérant dans beaucoup de conflits. Alors bien sûr, je vous dis tout ça, encore une fois, il y a des questions de responsabilité réelles, et c'est aussi très compliqué si vous êtes au cœur des conflits. Là, je réagis, je suis actuellement en Espagne, je ne suis pas du tout en Palestine ou en Israël, je ne suis pas au cœur du conflit. Évidemment, c'est simple, c'est beaucoup plus simple de réfléchir sur ce sujet-là qu'en étant pleinement immergé dedans, avec toutes les douleurs qu'on connaît, qui ont duré sur plusieurs générations, les souffrances, les morts multiples au sein des familles. Évidemment, encore une fois, ce sont mes réflexions et elles sont celles d'un occidental et qui n'est pas du tout immergé dans ces conflits-là. Et d'ailleurs, c'est le cas pour l'écrasante majorité d'entre nous. Mais là où je veux vous emmener à réfléchir, c'est justement sur cette notion de mal. Définir de manière stricte ce qu'est le mal. Finalement, qu'est-ce qu'est le mal? Le mal, dans sa définition la plus stricte, c'est le fait de s'en prendre à quelqu'un, de causer de la douleur, alors que ce soit une douleur physique ou une douleur mentale à une personne ou à un être vivant, simplement pour le simple fait de causer ce mal. Il n'y a aucune autre justification en dehors de ça. Et finalement, si on part de cette définition-là, une personne qu'on peut définir véritablement comme étant le mal, c'est une extrême minorité de l'humanité. Parce que chaque personne a ses propres justifications. Et si on va sur notre exemple de Israël-Palestine, les Israéliens ont leur propre justification qui repose, comme d'ailleurs les Palestiniens, sur une très longue histoire, encore une fois des générations et des générations. Et ce qui m'amène à l'autre point, c'est que on ne peut pas considérer les uns comme les autres comme étant l'incarnation du mal. La majorité des populations israéliennes et palestiniennes. Ce qui m'amène à un autre point, c'est le fait que les principaux conflits qui ont lieu aujourd'hui, ils ont lieu parce qu'il n'y a plus cette barrière d'essayer de comprendre pourquoi l'autre agit de cette manière. Donc finalement d'avoir une ouverture, une porte, finalement une fenêtre qui nous ouvre vers une meilleure compréhension de l'autre. Comprendre ne veut pas dire accepter, ne veut pas dire être d'accord avec l'autre. Simplement comprendre que cette personne-là agit parce qu'elle a ses propres considérations, parce qu'elle a ses propres histoires, parce qu'elle a ses propres douleurs. Et le conflit israélo-palestinien, mais aussi les autres conflits, parce que ça peut largement finalement s'exporter dans d'autres
conflits actuels ou passés. Les principaux conflits, ils ont lieu parce que les personnes, eh bien, elles sont dans un entre-soi. Cet entre-soi, en plus, il est très fort quand même en Palestine-Israël, il est cultivé, alors au sein des populations, mais aussi par le pouvoir. On va y revenir à la suite de la vidéo. Et on a finalement une haine de l'autre qui se propage, qui s'alimente, parce qu'il y a une histoire communautaire qui est souvent quand même fermée assez avec des frontières étanches et qui finalement alimente ces conflits. Et donc vous allez me dire, non mais tout ça c'est très bien, mais quel est l'outil, quelle est la solution à ces questions-là? La solution, je pense que vous vous en doutez, pour moi, un des outils en tout cas, c'est celui de l'histoire. Parce que l'histoire, c'est non seulement une meilleure manière de nous comprendre nous-mêmes, parce qu'on comprend notre histoire, on comprend notre passé sur des générations et générations, et donc de mieux nous préparer aussi à l'avenir, et d'être préparé aussi à tous les discours qu'on va entendre, à toutes les critiques par rapport auxquelles on va devoir aussi se confronter. Et puis l'histoire, c'est aussi une fenêtre sur l'autre pour mieux comprendre sa propre histoire, pour mieux comprendre ses propres douleurs, pour mieux comprendre finalement les raisons pour lesquelles il agit. Comprendre encore une fois ne veut pas dire accepter. Et en ça, au sein du conflit israélo-palestinien, mais aussi d'autres conflits, l'histoire peut être un outil qui permettrait de mettre des limites, de limiter, ce qui ne veut pas dire empêcher les violences, parce que ça humanise l'histoire en tant qu'outil qui va humaniser l'autre. En sachant encore une fois que, évidemment, cette étude de l'histoire est beaucoup plus facile quand on est extérieur au conflit que quand on s'y trouve en plein pied dedans et qu'on a des générations et générations de douleurs finalement qui se succèdent et aussi des responsabilités encore une fois qui sont réelles. Alors, il y a quelques mois, j'ai écouté un podcast qui était très intéressant avec Alexandre Jardin sur le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, qui est vraiment un podcast que je vous recommande vivement parce qu'il y a plein de pépites, vous allez voir. Et Alexandre Jardin, c'est un auteur, c'est un réalisateur et qui est surtout intéressant pour ce qui nous concerne parce qu'il tente de transmettre sa passion des mots, sa passion de la langue française à des personnes, et notamment ici à des détenus, parce qu'il a créé l'association, le mouvement qui s'appelle 1000 mots, où le but c'est que les prisonniers, ils apprennent 1000 mots supplémentaires. Alors ces prisonniers, je crois que c'est des prisonniers à cette courte durée de 2 ans maximum, et on se rend compte que le fait de maîtriser un meilleur vocabulaire, plus de vocabulaire, eh bien ça diminue drastiquement le taux de récidive parmi eux. Alors ça veut dire quoi tout ça? Eh bien ça veut dire que le fait de maîtriser un vocabulaire, c'est-à-dire le fait d'avoir plus de vocabulaire, eh bien ça permet aux personnes non seulement de mieux se connaître, parce qu'elles peuvent poser des mots sur leur situation, auparavant où ces mots leur manquaient, ils ne pouvaient pas finalement poser des mots sur leurs propres problèmes, et surtout ça leur permet à ces personnes-là de pouvoir beaucoup mieux s'exprimer. Alors pourquoi c'est important et pourquoi je vous parle de ça? Évidemment, c'est pas tombé comme ça du ciel, c'est que finalement l'histoire pour moi c'est exactement la même chose. L'histoire c'est un vocabulaire, l'histoire c'est une langue. Le fait de maîtriser l'histoire va vous donner la possibilité de mieux vous connaître personnellement, mais aussi la capacité à mieux vous exprimer, parce que à mieux comprendre l'autre, parce que à mieux finalement vous mouvoir dans un monde où, vous le savez très bien, on a plein de discours contradictoires, on a plein de discours manipulateurs, on a plein de mensonges, de discours simplistes. L'histoire, encore une fois, c'est une langue, ce sont des mots, c'est un vocabulaire nouveau que vous allez acquérir et qui va vous permettre de mieux vous connaître et de mieux pouvoir vous exprimer. Mais maintenant, eh bien, il y a un problème par rapport à ce conflit israélo-palestinien. C'est que cette histoire, eh bien, certaines personnes savent qu'elle est extrêmement importante, que sa maîtrise est extrêmement importante. Et parmi ces personnes-là, il y a les principaux dirigeants. Et notamment, ici, je parle de Benjamin Netanyahou. Netanyahou qui manipule l'histoire, ça a été prouvé. Il y a un exemple particulier où il avait dit que le moufti de Jérusalem, El-Husseini, eh bien, il avait, selon ses propres mots, été l'un des grands instigateurs de la Shoah, bien plus même que Hitler. Alors bien sûr, il se cache une part de vérité parce que Husseini a eu finalement des accointances très fortes avec le mouvement nazi, mais il n'a pas été à la base, comme il le dit aussi fortement, de la Shoah. Le seul but de pourquoi finalement Netanyahou dit ça, c'est pour, encore une fois, maîtriser l'histoire, manipuler l'histoire et faire passer à son propre peuple l'idée que les Palestiniens, en tant que musulmans, parce que forcément le raccourci est rapidement fait, que les Palestiniens sont finalement coupables, finalement par association, de la Shoah, ce qui attise encore une fois la haine.
Donc pour moi, le vrai mal, il s'incarne dans ces dirigeants comme Netanyahou, pour le conflit israélo-palestinien, qui profitent des divisions, qui attisent même les divisions, qui manipulent leur propre peuple pour se maintenir au pouvoir. Parce que c'est dans la violence, parce que c'est dans la haine de l'autre qu'ils puisent leur autorité. Diviser pour mieux régner. Et donc la solution, c'est de briser ce cycle infernal. C'est de briser ce cercle vicieux. Et la seule manière de le faire, c'est de maîtriser l'histoire. Maîtriser l'histoire pour soi-même, maîtriser l'histoire pour ouvrir une fenêtre vers l'autre, pour finalement humaniser l'autre et pour apaiser les conflits. En fait, il n'y a pas 100 000 choix. Dans une relation entre Israël et la Palestine, soit c'est la destruction d'un des deux camps, ou soit c'est la négociation avec l'autre, la compréhension de l'autre. J'écoutais encore une fois un podcast aussi il y a pas mal de temps avec David Corona sur encore une fois Génération Do It Yourself, qui était quelqu'un du GIGN. Pour négocier avec une personne, la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre sa personnalité, de comprendre ses véritables causes qui l'ont poussé finalement, par exemple, à prendre un otage quelqu'un. Et dans le conflit israélo-palestinien, mais dans d'autres conflits aussi, c'est le cas. Il faut essayer de comprendre l'autre pour ouvrir la porte à une négociation, à un apaisement. Sans ça, aucun apaisement est possible et c'est tout simplement la seule solution possible, c'est la destruction de l'autre. Alors aujourd'hui, vous vous dites peut-être que tout ça, c'est assez lointain. Alors évidemment, ça vous touche émotionnellement parlant parce que vous êtes musulman, vous êtes musulmane et que forcément le sort des musulmans palestiniens vous touche profondément d'un point de vue émotionnel. Mais vous vous dites, non mais en quoi finalement tout ça, ça m'impacte, ces discours simplistes, le fait de l'histoire, pourquoi c'est important, en quoi ça m'impacte? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des discours simplistes qui sont portés sur l'islam, portés par les médias, portés par les non-musulmans, mais portés aussi par certains musulmans. Par exemple, un exemple parmi d'autres, le conflit et plutôt les relations, les divisions entre les sunnites et les chiites. Si aujourd'hui il y a autant de tensions au sein de la communauté musulmane entre ces deux courants-là, parce qu'il y a des discours simplistes aussi qui sont portés contre, notamment, souvent, les chiites. Des discours simplistes portés par les musulmans. Des discours simplistes portés par les médias qui expliquent ces conflits entre sunnites et chiites simplement par le fait qu'ils seraient divisés depuis 1400 ans. Des conflits simplistes portés par les régimes politiques, notamment les régimes politiques arabes, entre guillemets. Par exemple, la Syrie, Bachar al-Assad a condamné les manifestations comme étant des manifestations pro-sunnites, extrémistes et quasiment terroristes, ce qui n'était pas du tout le cas au début des manifestations. Par exemple, l'Arabie Saoudite, elle a décrédibilisé les manifestants en disant que c'était des manifestations chiites qui étaient téléguidées par l'Iran. Tout ça, c'est des simplifications des réalités qui vous touchent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez envie de rechercher un savoir qui soit profond, vous avez envie d'avoir une vision qui soit la plus juste possible des réalités, et vous avez envie aussi que les musulmans se comprennent mutuellement de mieux en mieux, et non pas qu'ils s'enferment dans le conflit. Encore une fois, c'est la compréhension mutuelle. Et donc pour ça, il faut développer un savoir, parce que le savoir, c'est pas simplement se dire « Ah, je me comprends mieux moi-même, c'est super bien, je comprends mieux le monde, c'est génial ». Non, le savoir, avec tout ce que je vous ai dit, c'est une arme. C'est une arme pour dépasser et pour combattre les discours simplistes. Donc bien sûr, c'est compliqué parce que avoir un savoir sur des questions aussi compliquées, aussi profondes, ça prend du temps. Ça prend du temps d'autant plus qu'il y a assez peu d'études sur le sujet qui soient en plus accessibles et en français. La majorité sont en anglais. Et mon but sur cette chaîne, mon but aussi dans tout le travail que je mets en place, c'est de vous transmettre une vision qui soit justement plus accessible, des synthèses. Et c'est justement pour vous aider à y voir plus clair sur le sujet que j'ai créé le programme Sunnite vs Chiite, les vraies causes des conflits. La promesse, c'est que en 4 heures, vous comprenez toute cette histoire et surtout donc les vrais facteurs qui sont aux racines des conflits entre sunnites et chiites, bien au-delà des discours simplistes sur le sujet. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de développer des réflexions sur le sujet. Voilà, c'était encore une fois mes propres réflexions. Sur ce, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Encore une fois, si vous avez des réflexions à me faire, des questions à me poser, ça se passe sous cette vidéo et on se retrouve très vite.